La mort est ma collègue de travail. On n'est pas toujours obligé d'aimer tous ses collègues de travail. Moi, j'ai choisi de travailler avec elle, mais c'est surtout, plutôt que la mort, c'est les rituels autour de la mort, ou ce sont les patients du passé qui m'intéressent. On croit que l'histoire est finie, qu'elle dort dans les livres et les musées. Mais l'histoire laisse des restes, des os, des dents, des cœurs, des têtes. Il ne la raconte pas, l'histoire. Il la teste, il la démonte. Je ne reçois pas un médecin légiste, mais d'après le New York Times, s'il vous plaît, le Indiana Jones des cimetières. Un paléopathologiste qui lit les os, comme d'autres les journaux. Il a eu entre les mains les fausses cendres de Jeanne d'Arc, le vrai cœur de Richard Cœur de Lion, et même celui de Louis XIV, mais aussi la tête d'Henri IV, dont il reconstitue la voix, et les masques mortuaires de Napoléon, et même le sang d'Adolf Hitler. Aujourd'hui, on ne va pas croire, on va savoir, on va douter, parce que parfois la science est la dernière chose qui reste quand le mythe s'effrite et que la vérité devient un combat. Vous allez regarder un épisode de NCIS Made in France avec le plus grand expert des Very Cold Case. Pour info, Philippe Charlier. Bienvenue Philippe Charlier. Je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode 6. Comment trouvez-vous le petit cocon que nous vous avons concocté ? C'est très sympa, cette ambiance rétro, ça me plaît bien. C'est déjà un petit voyage dans le temps. C'est quoi un paléopathologiste ? Et quand les gens vous demandent ce que vous faites dans la vie, vous leur répondez quoi ? Je leur réponds que je suis un médecin des morts. Voilà, Okay. que mon métier c'est le voyage. Il est un peu tard. C'est un peu tard. Mon surnom d'ailleurs c'est Docteur Trop Tard. Donc on sait tout, mais toujours avec un temps de retard. Et en fait mon métier c'est littéralement de voyager dans le temps. Mais avec des outils qui sont très pragmatiques, très cartésiens. Je suis à la fois médecin légiste, archéologue et anthropologue. Et donc mon travail, c'est de découper des patients soit assez récents pour la justice, soit très très anciens. Et cette fois-ci, c'est plutôt pour le monde culturel ou historique. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce bouquin, L'histoire au scalpel, autopsie des morts célèbres. Merci. Vous allez d'ailleurs créer un musée dont on parlera à la fin de cet entretien, mais on va parler de vos... Je n'allais pas dire vos patients parce qu'il est un peu tard, docteur trop tard. Vraiment, c'est extraordinaire ce que vous allez nous raconter. Mais avant de parler d'eux, on va parler de vous. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes fasciné par la mort, quoi ? Quand vous étiez enfant, vous aimiez les insectes morts et vous faisiez des autopsies de chats ou pas ? Non, franchement non, pas du tout. Je suis d'un naturel plutôt joyeux, vous allez vous en rendre compte. Mais disons plutôt que la mort est ma collègue de travail. On n'est pas toujours obligé d'aimer tous ses collègues de travail. Moi, j'ai choisi de travailler avec elle, mais c'est surtout, plutôt que la mort, c'est les rituels autour de la mort, ou ce sont les patients du passé qui m'intéressent. Moi, mon but, c'est vraiment de les faire parler, de leur tirer les vers du nez, si je peux dire, mais prenez-le plutôt comme une métaphore. Ben non, parce que c'est des vrais vers parfois. Enfin non, c'est un peu tard, il y a tellement... Bon, on va parler notamment d'Henri IV, c'était au XVIIe siècle, donc il n'y a même plus de vers, quoi. Il y a plus de vers, il y a des traces de passage, on va dire, mais mon idée, c'est vraiment de les exploiter au maximum, et... de les rendre le plus intime possible, les plus palpables possible, qu'on puisse entendre une voix, avoir une odeur, savoir quelle est la cause de la mort, les circonstances du décès, les maladies que cette personne a pu avoir, son rapport d'autopsie, son procès-verbal d'embaumement, tout le dossier médical, éventuellement des radiographies, lorsque ça existait déjà à cette époque-là. Donc, tous les outils de la médecine et de la biologie en général, on les utilise pour s'occuper de ces patients du passé, et j'utilise quand même le mot patient. Étant médecin, dès que des restes humains passent dans mes mains, ça devient des patients. Et alors, docteur Trottard, vous êtes arrivé avec des cadeaux sur cette petite table basse. Il y a des petits objets, j'en vois 5. Est-ce qu'on peut ensemble les découvrir ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, ce sont des restes qu'on est en train d'étudier en ce moment. Par exemple, je suis venu dans votre laboratoire à Versailles ? Dans mon laboratoire à Versailles, à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. On est en train de travailler sur ces échantillons. Donc, on a ici, par exemple, des cheveux de Robespierre qui viennent d'une vente aux enchères, en l'occurrence. Ils ont été acquis parce que ce sont des restes qui, depuis la Révolution française et ensuite au XIXe siècle, eh bien, se transmettent de famille en famille et parfois aboutissent dans des ventes aux enchères. Donnez-moi juste ça un instant, s'il vous plaît. J'ai dans les mains un cheveu de Robespierre. C'est ça. Il y a écrit cheveux Robespierre, 29/4/2025. Vous l'avez acheté celui-là ? Ça fait partie de fonds qui sont acquis. Vous avez ici, alors lisons ensemble, terre recueillie sous le premier cercueil de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lors de son exhumation le 6 septembre 1910. Je vais la montrer, d'accord. Alors racontez-nous, quelle est l'histoire de cet échantillon ? Sainte Thérèse de Lisieux est une de nos patientes, puisqu'on a travaillé sur des morceaux de son cercueil, des morceaux de ses vêtements, ses cheveux également, mais aussi un peu de terre du milieu environnement. Et c'est intéressant d'avoir la terre de l'environnement pour savoir si, quand on met en évidence du mercure, de l'arsenic, du plomb ou d'autres éléments a priori toxiques dans les cheveux, est-ce que c'est ingurgité de son vivant ou est-ce que ça vient de l'environnement dans lequel elle s'est
décomposée ou au moins dans lequel elle a été stockée. Donc ça nous sert un peu de témoin de son environnement post-mortem. Je vais les poser là si vous êtes d'accord. Donc les cheveux de Robespierre, Sainte Thérèse. Qu'est-ce que vous nous avez amené d'autre? Je suis venu aussi avec une relique, alors ex praesepio DNJC, ça veut dire de la sainte crèche de notre Seigneur Jésus-Christ. La crèche. La crèche. Mais la vraie crèche. Voilà. La vraie crèche. Et ça porte le sceau du Saint-Sépulcre, en l'occurrence, derrière. Donc ce sont des reliques, en l'occurrence, qui ont été, avec une, a priori, traçabilité bien établie. On voit ça avec un regard qui est un tout petit peu distancié, Bien un sûr. regard qui est... Un regard scientifique et critique. Scientifique et critique, surtout que la crèche ne fait pas partie des textes canoniques. C'est quelque chose qui apparaît un petit peu après. On dit que c'est apocryphe en l'occurrence. Apocryphe, ça veut dire après le choix des textes canons, c'est-à-dire les textes vraiment fondateurs de la chrétienté. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament qui ont figé la vie notamment de Jésus, c'est ça? Exactement. D'accord. Et donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce petit bout a 2000 ans. A priori, oui. Donc ça, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on travaille autant sur des reliques historiques que sur des reliques qui sont mythologiques, si je peux dire, ou à la frontière, en fait, entre les sciences et la foi. Et on porte un regard le plus objectif possible, bien sûr, sur ces restes. Donc là, on ne va pas ouvrir ce petit reliquaire, mais avec l'imagerie, on va passer au travers et essayer de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, donc savoir sans détruire. Ça, c'est très important. Et vous nous expliquerez notamment comment, quand vous avez travaillé sur les cœurs de Louis XIII et Louis XIV, vous n'avez pas détruit un tableau sur lequel il y avait le sang de Louis XIII et de Louis XIV, mais je ne veux pas spoiler, je ne veux pas divulgacher, parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir c'est quoi cette espèce de petite montre que vous avez dans les mains. Alors, ça n'est pas une montre gousset, même si ça y ressemble fichtrement. C'est un petit reliquaire portatif qui, normalement, se porte autour du cou. Alors moi, je ne l'ai jamais porté, bien entendu. Ça vient d'Andalousie au XVIIe siècle, et c'est une relique de la croix, en l'occurrence, de la vraie croix. Waouh. Donc là aussi, pareillement, nous allons travailler dessus. Sur lequel aurait été... Voilà, donc ça fait partie de ces nombreuses reliques qui sont très critiquées par les calvinistes et par Jean Calvin le premier dans son traité des reliques. C'est la croix sur laquelle aurait été crucifié Jésus-Christ. Exactement. Voilà. D'accord. Et donc, comment vous l'avez, pardon, ça vous l'avez acheté, vous l'avez trouvé, alors ce sont des objets qui se sont transmis de famille en famille. Celui-ci date du XVIIe siècle en l'occurrence. D'accord. Le reliquaire, le contenu, charge à nous de le déterminer. Normalement, il doit avoir 2025 ans. Pardon, 2026 ans, on vient de basculer en 2026. Alors un peu moins, parce que je vous rappelle qu'il est pas mort en 0, 2 ans. années. Donc il faut être bon, d'accord. Voilà. Il doit dater de l'an 33 après aux alentours. Non, nous on va surtout essayer de diagnostiquer l'espèce de bois et puis essayer de typer s'il y a des résidus, des pollens, ce genre de choses, peut-être même des résidus sanguins. Donc c'est une vraie enquête médico-légale tout simplement. Parce qu'on sait que Jésus effectivement est un personnage historique qui a existé. On ne sait pas s'il était le fils de Dieu, ça c'est de la religion. Mais là, ça n'est pas de mon ressort. Mais vous, votre ressort, c'est typiquement ce petit bout de bois. Vous allez faire votre métier dessus. Racontez-nous vraiment. En fait, on travaille beaucoup et à la demande d'évêchés sur des travaux autour des reliques. Essayer de savoir si les reliques sont authentiques ou si... Voulez-vous l'ouvrir ? J'arrive pas à l'ouvrir. Non, mais je vais y arriver. Peu importe, je vais le laisser là. Donnez, je vais l'ouvrir. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas une miracle pour moi. Hop, voilà. Juste la montrer en même temps. Pardon, merci, excusez-moi. Ok, vous disiez, pardon ? En fait, c'est important de savoir qu'on travaille beaucoup avec les évêchés pour travailler sur ce qu'on appelle les trésors de cathédrales ou d'églises, c'est-à-dire identifier des reliques, savoir si ce sont des reliques d'un individu masculin, féminin, enfant, adulte, personne âgée, la datation, les causes de décès, et puis des signes d'activité, si on peut dire. Est-ce que c'était quelqu'un qui travailleur manuel, quelqu'un qui faisait beaucoup de génuflexion, voilà, tout ce qui peut permettre de documenter l'authenticité ou pas de ces reliques. Ce qui est intéressant, c'est donc ce sont les évêchés, c'est l'Église qui vous demande. Ah oui. Est-ce que à 95% des cas, ce sont les évêchés. Donc ça, en l'occurrence, ça n'appartient pas à un évêché, mais j'ai déjà réalisé pour d'autres évêchés ou d'autres communautés ecclésiastiques des examens de reliques, notamment de la vraie croix ou d'autres, pour essayer de typer. On avait des arguments qui tantôt étaient positifs, tantôt étaient négatifs. Parce qu'en fait de la science. On fait de la science, exactement. Et le dernier objet avant Le dernier, alors il est en théorie contemporain du même qu'on vient de voir, c'est une épine de la couronne du Christ, du moins c'est ce qui est indiqué sur le petit document qui accompagne ce reliquaire, donc c'est une toute petite épine, et là à nouveau nous allons essayer d'en typer la matière végétale, et puis de savoir s'il y a d'autres restes amalgamés, pollen, cellules ou autres éléments. Scientifiquement, qu'est-ce que ça peut raconter, ou au contraire, qu'est-ce que vous savez déjà que vous ne saurez jamais ?
Très vraisemblablement, on ne saura jamais si c'est les 2 ou 3 restes que je viens de présenter, parce qu'ils sont tellement anciens, parce qu'il y a tellement d'intermédiaires. On aura peut-être des arguments en faveur, mais on n'aura jamais de certitude absolue que ces restes sont authentiques. En revanche, on peut avoir des arguments prouvant leur inauthenticité, de façon quasi certaine. C'est plus facile de dire c'est un faux que c'est un vrai. Exactement. C'est peut-être un vrai, c'est sûrement un faux. Pour des périodes aussi anciennes, oui. Ok. Pour des périodes plus récentes, avec des patients qui sont beaucoup plus documentés, comme Sainte Thérèse de Lisieux par exemple, là on a beaucoup plus de fiabilité. En l'occurrence, la relique que je viens de vous présenter, elle est authentique. Elle est authentique, sans aucun doute. Elle a été réalisée au moment du procès de béatification de Thérèse par la communauté du Carmel. Donc là, il n'y a aucun doute possible sur l'authenticité. La traçabilité est parfaite et le reliquaire n'a jamais été ouvert. Il a encore son tampon du Carmel derrière qui le clôt. Ça c'est facile pour vous, l'enquête, le cold case, résolu. Oui, alors j'aime bien votre expression de very cold case, ça fait un peu les experts Versailles ou Paris. C'est ça. Mais c'est ça en fait, on travaille exactement avec les mêmes outils, mêmes outils qu'on utiliserait pour un cadavre, si je peux dire, récent pour la justice. On les utilise également, l'ADN, les protéines, la radiographie, la toxicologie, la microscopie, j'en passe et des meilleurs, l'odontologie, exactement. Toutes ces techniques-là sont couramment utilisées sur des restes archéologiques ou historiques. J'ai pas réussi à faire la liste de tous les diplômes que vous avez eu. Vous avez fait quoi comme études? J'ai 3 doctorats en fait. J'ai un doctorat de médecine en anapath, donc microscopie, et médecine légale. J'ai un doctorat de sciences en bioéthique et j'ai un doctorat de lettres en archéologie et anthropologie. Est-ce que ça vous plaît quand le New York Times vous surnomme l'Indiana Jones des cimetières? C'est amusant, voilà, ça me fait sourire et... J'aime bien regarder les Indiana Jones en famille, c'est assez sympa, mais la seule chose que je partage avec lui, c'est pas le physique. Hein, vous c'est voyez, le cuir. même si c'est vrai que je suis venu en cuir aujourd'hui, c'est vrai, mais j'ai pas le chapeau et le fouet. Non, la seule chose que je partage avec lui, c'est que les restes archéologiques doivent être dans des musées. Et ça, leur place est dans les musées, et ça, je suis totalement d'accord. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ces restes-là n'ont pas vocation particulière à être dans une collection privée ou autre chose, mais ils ont vocation à être conservés, avec tout le respect qui leur est dû, même des tout petits bouts, et à nourrir la recherche scientifique. Mais la recherche scientifique doit aussi s'arrêter à un certain moment et ne pas détruire l'objet qu'elle étudie. Ça va pas plaire aux collectionneurs, notamment les collectionneurs de Napoléon, qui ont plein d'objets historiques. Ça vous énerve, ça? Non, pas du tout, parce qu'ils les prêtent. Ils les prêtent beaucoup dans les expositions, donc ils permettent une visibilité. Le bien commun et la recherche. Exactement. Généralement, d'ailleurs, les collectionneurs sont des grands donateurs, sont des grands prêteurs, et on s'entend très très bien ensemble. On va plonger ensemble dans l'histoire. J'ai dû faire un choix draconien. On va commencer par l'incroyable histoire d'Henri IV, et vous allez nous expliquer l'histoire de sa tête, et surtout, là, vous êtes en train de reconstituer la vraie voix du vrai Henri IV. Racontez-nous. Alors Henri IV, vous vous souvenez, il meurt assassiné par Ravaillac, on est en 1610, rue de la Ferronnerie à Paris, pas très loin des Halles. Le 14 mai, il a 56 ans. Exactement, vous avez bien révisé, parfait. Je vous ai lu. Normalement, vous l'avez appris au collège, au lycée, etc. Le corps, alors il expire, on ne sait pas très bien, dans la rue ou peut-être au musée du Louvre, à l'époque Palais du Louvre, bien sûr, dans la salle des cariatides. Et là, il va être embaumé, alors d'abord autopsié, puis embaumé, inhumé à la basilique royale de Saint-Denis. Il va rester tranquille jusqu'en octobre 1793. Là, les révolutionnaires vont profaner la sépulture et la tête, ainsi que d'autres restes d'autres rois, reines, princes et princesses, vont être volés par des témoins, tout simplement, qui veulent soit garder des petits souvenirs historiques, soit un en particulier, qui s'appelle Alexandre le Noir, et lui, il va garder la tête, et vendre d'ailleurs 3 têtes successives, donc 3 têtes différentes, de Henri IV. A priori, il y en a au moins 2 qui sont fausses, et peut-être les 3, sauf qu'il y en a une qui est bonne, et on suit sa trace au fur et à mesure. Nalé Poussin, un ami peintre, puis sa fille, puis des successions itératives, et ensuite... Pardon, des successions itératives? C'est-à-dire des successions les unes après les autres. D'accord. Les gens, voilà, on se transmet ça comme on meurt, on transmet la tête d'Henri IV dans l'héritage, quoi. Exactement. Okay. Pourquoi pas. Okay. Et moi, j'aurais bien voulu. Avoir la tête d'Henri IV. Okay. Et ensuite, ça aboutit à Drouot, aux salles des ventes. Et là, c'est acheté par un antiquaire, plutôt un brocanteur de Montmartre, qui s'appelle Joseph-Émile Bourdet. Il l'achète pas très cher, 3 francs. 3 francs la tête d'Henri IV? 3 francs la tête d'Henri IV. Alors, c'est pas les mêmes francs que maintenant. D'ailleurs, nous n'avons plus de francs, cher ami, nous avons des euros. Mais bon, ça parlera peut-être à une certaine génération. Et il va avoir un très bon rapport sur investissement parce qu'il va demander aux gens de se faire prendre... Enfin, il va proposer aux gens de se faire prendre en photo à côté de la tête d'Henri IV pour 1 franc. Pas mal. Et du coup... On a pas mal de traces iconographiques. Le business model est pas mal. Il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC ou ESSEC, ça marche pas mal. Et du coup, cette tête, on a une traçabilité. Il transmet ça à sa mort à sa fille, qui ensuite
le vent à un couple de retraités de la fonction publique qui alerte un historien qui est vraiment le spécialiste incontesté de Henri IV, Jean-Pierre Bablon, membre de l'Institut, qui joint un journaliste, qui me joint, et ensemble, nous formons le projet d'étudier scientifiquement cette tête. Alors, la tête est authentifiée, ensuite l'authentification est critiquée parce qu'elle n'est pas sciée comme c'était l'apanage de certains rois de France, du coup ça nous pousse dans nos retranchements pour essayer de savoir si... On va juste prendre le temps, il faut juste imaginer que la tradition, c'était donc de scier la tête. Oui. Et là, vous expliquez qu'en 1793, les révolutionnaires, coup de sabre, c'est ça? Coup de sabre, au niveau du cou. Ok. Mais la tête est décrite au début comme non sciée. Voilà, la tête est... Voilà. Ensuite, les gens rajoutent des détails dans les récits, etc., font quasiment du roman et rajoutent plein de pages et vont décrire la tête d'Henri IV comme sciée, comme tous les autres, pour homogénéiser un petit peu le récit, rajoutent des choses sur une odeur, etc. Et en fait, quand on repart sur les traités initiaux, sur ce qui se faisait au XVIIe siècle, on se rend compte que la veuve Médicis de Henri IV n'a pas souhaité, Marie de Médicis, n'a pas souhaité que son mari soit embaumé en ouvrant et en abîmant ce visage et ce crâne, et elle a souhaité qu'il soit juste ouvert dans la partie non visible et le crâne laissé intact. D'accord, donc sa femme a sauvé sa tête. Sa femme a sauvé sa tête, si je peux dire, temporairement. Et puis ensuite, on a plein d'arguments, le carbone 14, la morphologie, un grain de beauté, une cicatrice, la couleur de la peau, la couleur des cheveux. Vous racontez aussi l'oreille, l'oreille l'oreille est percée, le lobe et on d'oreille sait droit sur les percé. peintures qu'il a une boucle d'oreille. Exactement, mais il est souvent représenté en profil gauche, comme à l'accoutumée, donc on voit difficilement cette boucle d'oreille qu'il a du côté droit. Petite pause. Vous êtes donc un expert de Versailles, on imagine la série américaine, mais version française, et vous recevez dans un carton la tête d'Henri IV, et on vous demande, est-ce que cette tête du début du XXe siècle est la vraie? Qu'est-ce que vous ressentez? Qui vous demande déjà? C'est la famille royale? Alors, c'était avec l'approbation de la famille royale, enfin les descendants, mais c'était également avec ce membre de l'Institut, Jean-Pierre Bablon, qui nous a quittés malheureusement depuis. L'historien de référence sur Henri IV. L'historien de référence de Henri IV. Il y en a d'autres. Il y a Joël Cornette, qui lui vit toujours et très bien heureusement. Donc, il n'a pas le monopole sur l'histoire d'Henri IV, mais voilà. Et on a des scientifiques autour de nous. On ouvre cette boîte, je m'en souviens très bien, c'était à l'hôpital Lariboisière, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, à côté de la gare de l'Est. On ouvre cette boîte en bois, qui est une sorte de petit cercueil comme ça, et puis on déplie les tissus, et là on a cette tête qui apparaît. De vous à moi, on n'est pas ému en fait à ce moment-là, parce qu'on est vraiment le nez dans le guidon, si je peux me permettre, et on est d'une froideur scientifique, on est concentré sur notre patient, notre sujet d'étude, et on ne se laisse pas pénétrer par l'émotion ou autre chose, parce que sinon c'est la meilleure façon de se tromper et de ne pas être objectif. Oui, je sais que vous êtes particulier parce que vous adorez les momies, mais pour le très grand public, c'est quand même un peu... c'est particulier. C'est une tête un peu momifiée. Ce sont des restes humains, donc ça peut être pas forcément choquant, mais ça peut être ténébrant, on va dire. Voilà, ténébrant. Voilà, c'est atypique comme confrontation. Mais ça sent quelque chose? Ça sent un peu le marocain, c'est-à-dire que vous savez le vieux cuir. Ah, le vieux cuir, d'accord. Oui. Le vieux cuir du XVIIe, XVIIIe siècle, comme une vieille bibliothèque. Voilà, c'est vraiment cette odeur-là. Et c'est logique, c'est une vieille peau, entre guillemets, d'un homme de 56 ans du XVIIe siècle. Donc c'est normal que ce soit cette odeur-là. Et ensuite, on se documente et ça nous pousse dans nos retranchements, cette querelle, entre guillemets, scientifique, et on a fait une superposition en 3 dimensions entre le masque mortuaire d'Henri IV, 1610, et la tête. Ce qui donne cette tête qui s'affiche à l'écran, mais ce que vous en avez fait, ce qu'on voit là, c'est fou, quoi. Alors ça, c'est la reconstitution du visage. Une fois qu'on a été certain que la tête était correcte, ensuite on a superposé des épaisseurs de peau, et on a retendu ce qui était encore présent, et on a redonné un visage le plus réaliste possible à cette tête. C'est quasiment la première photographie d'un roi de France, en l'occurrence, qu'il est possible de faire. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu dérangeant à ce qu'un roi de France, qui est devenu légendaire, soit un objet d'expertise? Alors, ça n'est pas un objet. Pour moi, c'est un patient. Ça reste un patient. Et il a été justement expertisé, analysé comme un processus de médecine légale. Et à l'issue, notre conclusion est que c'est bien lui, et que d'ailleurs, sa place ultime n'est pas dans un coffre de banque, dans un laboratoire de fac ou ailleurs. Sa place ultime, c'est dans une tombe, quel que soit l'endroit. Ça n'est pas de mon ressort. Mais la place d'un mort, pour moi, en tout cas un mort historique, et notamment un roi de France, c'est dans un tombeau. Vous dites ça parce qu'actuellement, Henri IV est dans une grande banque parisienne. Oui. Voilà, il est en attendant une décision
ministérielle, gouvernementale ou autre. Comment ça se fait? Racontez-nous. Où est actuellement la tête d'Henri IV? Dans un coffre de banque, vous l'avez dit, dans les grands boulevards à Paris. Et l'idée est simplement de le réinhumer, ce qui devrait être normal pour n'importe quel défunt en France ou ailleurs. Et l'idée est simplement qu'il soit en terre, au moins dans le sous-sol. Et qui peut prendre une telle décision? Il y a évidemment les membres de la famille royale. D'ailleurs, on le voit sur cette photo, vous remettez en 2010, vous remettez la tête momifiée d'Henri IV. Là, on voit, c'est son protecteur, le prince Louis-Alphonse de Bourbon. Alors, c'est l'ancien propriétaire de la tête qui a choisi Louis-Alphonse de Bourbon, donc chef de la maison de Bourbon, en l'occurrence, pour garder et être le protecteur de cette tête. Le choix doit être fait entre les descendants pour décider quelle est la demeure ultime de ce personnage. Mais là, vous demandez aujourd'hui au pouvoir public, s'ils écoutent pour info, d'inhumer la tête d'Henri IV? Ça pourrait être bien, ça fait quand même maintenant longtemps, on est en 2026, la tête a été authentifiée en 2010, ça fait 16 ans, je pense que il faut peut-être le laisser tranquille maintenant et le réinhumer, ça serait éthique et moral. Et qui prend la décision? C'est le gouvernement ou le successeur. Le successeur, vous le connaissez, palais de l'Élysée. Le message est passé, le successeur démocratique, puisque en fait, il n'y a plus de monarque. Et on passera au roi Soleil dans quelques instants. Mais avant, pour finir sur Henri IV, racontez-nous ça. J'espère que ce sera sur France Info, d'ailleurs, que nous aurons l'exclusivité si vous nous l'offrez. Mais vous êtes en train de reconstituer la vraie voix d'Henri IV. Comment vous faites ça? Alors, c'est un travail d'équipe qui est mené par un des chercheurs de notre laboratoire, qui s'appelle Robin Baudouin, qui est chirurgien ORL. Et on a la chance d'avoir donc cette tête de Henri IV qui est très bien conservée, qui a été sectionnée à la base du cou. Donc on a une partie de la trachée, on a les cordes vocales, on a donc une grosse partie du larynx qui est vraiment déshydratée, si je peux dire. On a une partie de la langue. Parenthèse, vous avez raconté que l'hémorragie a rendu service à l'histoire, parce que du coup, comme il s'est vidé de son sang, la tête s'est bien conservée. Il était quasiment à moitié momifié, déjà, grâce à Ravaillac. Le premier embaumeur d'Henri IV, c'est Ravaillac, si je peux dire. Ouais. Alors, on espère que la famille royale ne nous écoute pas, du coup, parce qu'ils vont mal le prendre, l'hommage à Ravaillac. Donc, vous racontiez les cordes... C'est pas un hommage, surtout. Les cordes vocales sont nickel. Oui, les cordes vocales sont vraiment très, très bien conservées. Une partie de la trachée, et puis la base de la langue, et puis toute l'anatomie interne de ce qu'on appelle les voies aériennes supérieures, les sinus, les fosses nasales, tout ça est intact. Et du coup, ça nous permet, puisqu'on connaît la stature, la carrure d'Henri IV, puisqu'on a son anatomie intérieure, ça nous permet de reconstituer, c'est long, c'est fastidieux, c'est compliqué, mais c'est faisable, reconstituer la voix d'Henri IV. D'abord les premiers phonèmes, c'est ce que vous allez entendre prochainement, A, E, I, O, U, etc. Et avec une voix particulière, un son, un timbre assez particulier. L'étape ultérieure va être celle de le faire parler littéralement, avec un accent. On sait que c'est un accent béarnais, palois, de cette région-là. On salue François Bayrou. par exemple, mais pas forcément le même coffre. Et puis également, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va lui faire dire? Parce que ça, c'est une vraie question morale et éthique. On ne va pas faire dire n'importe quoi à un mort. Et en l'occurrence, il y a deux camps, si je peux dire. Un camp pour des lettres d'amour à Gabrielle d'Estrées, une de ses nombreuses maîtresses, ou alors l'édit de Nantes, qui est un édit de tolérance religieuse. Exactement, la paix, entre guillemets, temporaire entre les protestants et les catholiques, révoquée par Louis XIV, comme on le sait. Ça serait un beau geste, évidemment, et pour le coup, c'est quelque chose auquel lui tenait tout particulièrement. Mais vous l'avez entendu déjà? Oui. Et alors? C'est une voix assez étonnante. Ce sont des sons... Vous savez, c'est très... C'est très proustien, en fait. Vous avez une odeur ou un goût, la Madeleine de Proust, qui vous fait voyager dans vos souvenirs d'enfance. Entendre un son comme ça, en voyant le portrait de Henri IV, c'est quelque chose. Ça rajoute une profondeur, mais du coup, ça rajoute une proximité. Mais vous le faites renaître, en fait. En tout cas, on le rend beaucoup plus intime et beaucoup plus palpable. Et c'est bien tout le but et tout l'intérêt de cette méthode, comme de toute cette spécialité qui est la paléopathologie, c'est que ça nous permet de rendre le plus vrai, le plus réaliste possible ces personnages, ces patients du passé qui nous sont éloignés, mais on a vraiment l'impression de les toucher du bout du doigt. Franchement, je trouve ça absolument magique et fascinant. En tout cas, c'est quelque chose qu'on fait avec la même intégrité scientifique. Oui, c'est de la science, hein. C'est de la science, et on le fait, c'est pas une évocation. On ne fait pas d'évocation, en fait. On fait des reconstitutions les plus réalistes possibles. Et
on utilise la même intégrité qu'on pourrait avoir quand je vais déposer en cour d'assises, ce qui m'arrive encore fréquemment, Oui, parce que sur des cas vous récents êtes médecin légiste aussi de formation. de formation et de personnes qui ne sont pas des rois et qui sont des... Ah oui, oui, et qui sont assassinés ou autres. Et c'est la même intégrité scientifique, la même rigueur pour ces cas récents que pour les cas anciens. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va trop loin. Voilà. Il a une voix grave, aiguë, il est comment, Ricard ? Vous verrez. Attendez un tout Ok, petit peu, vous verrez. on verra sur France Info. Vous verrez. Ok. Et vous entendrez. Transition toute trouvée grâce à votre édit de Nantes, le roi Soleil Louis XIV. On imagine À votre service. un corps, c'est vous. On imagine forcément un corps intouchable, le roi Soleil. Et en fait, après la Révolution, même chez Mac Henri IV, son cœur Oui. a été broyé pour faire un tableau. Alors, parlons justement des habitudes, Ouais. dans Beau Moment. Louis XIV, pour le coup, et Louis XIII ont eu le crâne scié, tous les deux. On ne va pas s'intéresser tellement au cerveau, on va surtout s'intéresser au cœur. Louis XIII et Louis XIV ont décidé d'offrir leur cœur au général des Jésuites. Et le siège des Jésuites, à l'époque, la Compagnie de Jésus, était dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis, dans le Marais, c'est-à-dire pas très loin de l'hôtel de ville. Et en 1793 également, les reliquaires, entre guillemets, des cœurs de Louis XIII et Louis XIV, qui étaient dans le cœur architectural de l'église, sont Vous m'avez fait profanés. découvrir le mot cardiotaphe. Très bien, c'est le contenant de ces cœurs, exactement. Eh bien, ces contenants sont volés, enfin désacralisés, si je peux dire. Le métal est fondu à la Monnaie de Paris pour faire des médailles, et le contenu, lui, est vendu à des peintres. Parce que les peintres, à l'époque, utilisent les fragments de momies égyptiennes, ce qu'on appelle la mumia, comme pigment pour peindre des peintures, avec deux buts. Le premier, c'est un pigment qui a une couleur, une teinte et des reflets un peu métalliques à nul autre pareil. Ça donne une sorte de brun violet, un peu bordeaux, avec des reflets métalliques. Donc c'est vraiment une couleur unique. Et généralement, on utilise du brun de momie, qui Des vient vraies momies, de la broyées. vraie momie égyptienne, Ok. humaine ou animale. Ça vient de loin, ça coûte cher, c'est compliqué. Mais là, on a l'opportunité d'en prendre de la récente. Et puis, l'autre intérêt, si on peut dire, de ce brin de momie, c'est qu'on considère de façon un peu symbolique que les momies se sont conservées pendant des milliers d'années, et que du coup, on va, en mettant ce produit-là dans la peinture, conserver pour des milliers d'années la peinture aussi. Une sorte de petite superstition, si on peut dire. Sauf que là, ils sont opportunistes, les deux peintres, Martin Drolling et Pau de Saint-Martin. On voit leur tableau, on est sur un paysage au moulin au vu de Caen, Ouais. et l'intérieur d'une cuisine, donc c'était en 1815, ils sont quand même au Louvre, donc c'est pas non plus des croûtes. Il y en a un qui est au Louvre, l'autre au Voilà. musée de Pontoise. Voilà, Exactement. mais on n'est clairement pas sur des tableaux C'est ce qu'on appelle des qui ont petits marqué la maîtres. peinture française. Ce sont des petits maîtres. Donc voilà, ils ont leur petite cote, ils sont bénésis, ils sont importants, mais c'est pas des chefs-d'œuvre. On aurait imaginé que... Moi, j'aurais bien voulu... J'aurais plutôt imaginé David peignant le sacre de Napoléon en utilisant les cœurs de Louis XIII et Louis XIV. Là, il y aurait eu un symbolisme éclatant. Là, d'accord. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas, mais peut-être que David a utilisé d'autres cœurs. On ne Peut-être le sait que pas. Anne d'Autriche ou d'autres, on ne sait pas, ils ne sont pas Et vous identifiés. reviendrez dans les prochains épisodes. Ça si vous sera avec arrivez à le plaisir. trouver. Mais là, Ça sera j'aimerais avec qu'on plaisir. revienne à cette scène incroyable. Le même homme qui a donc eu la tête d'Henri IV, on va voir que vous en avez eu plein d'autres. Et là, vous arrivez, vous ouvrez une boîte, et dedans, il y a le cœur de Louis XIV. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, ça se passe dans la basilique Saint-Denis. Alors, les peintres vont utiliser une partie, et ensuite, à la Restauration en 1817, ils vont rendre à Louis XVIII, le roi Bourbon qui a repris le trône, eh bien, ils vont rendre ce qui reste des cœurs. C'est pour ça que maintenant, la moitié de ces cœurs, ou une grande partie, se trouve à la basilique Saint-Denis. Et donc, en effet, un matin, nous ouvrons ces deux reliquaires qui sont dans la chapelle des Princes, dans la crypte, et là, je ne suis pas seul. Il y a avec moi deux nés, Sylvaine Delacourte et Jean-Michel Durier, qui sont des nés de parfumeurs, à l'origine de beaucoup de parfums que vous et moi pouvons porter. Et ils vont respirer littéralement les odeurs qui émanent de ces cœurs. Pourquoi ? Parce que je me fais assez souvent accompagner de tels nés, parfois même des œnologues ou autres, pour capter ces odeurs et emmagasiner cette connaissance, cette donnée. Ça sent très très fort. Ça sent quoi ? Ça sent les produits d'embaumement utilisés pour conserver ces restes. Donc ça peut être de l'encens, ça peut être de la marjolaine, ça peut être du thym, du romarin, tout ce que vous pouvez imaginer. Sauf que j'ai des machines, bien évidemment, qui me permettent, avec des analyses moléculaires, d'identifier tous ces produits. Mais ces nés de parfumeurs, eux, ils connaissent aussi les impuretés qui accompagnent. Donc la machine, elle va me dire, il y a de l'encens. Mais les nés de parfumeurs vont me dire « Ah oui, mais il y a de l'encens, mais il vient de telle région particulière, parce qu'il y a telle impureté qui l'accompagne, ou autre chose. » Donc c'est vraiment complémentaire des machines, et ce sont des nés qui ont, vous savez, il y a l'oreille absolue, et eux, ils ont un nez absolu. Et ça sent quoi ? Ça sent très bon. Ça sent vraiment très très bon. Alors c'est pas
c'est pas une odeur de sainteté non plus, même si ça cherche à l'imiter à l'origine, mais c'est une odeur, ça sent le parfum, littéralement ça sent le parfum, parfois même un peu le patchouli. Ça sent, alors évidemment c'est ancien, il y a une odeur un peu animale qui surnage, qui est celle de la décomposition, qui malgré tout fait un peu son œuvre, mais il y a quand même, on sent les parfums, et on sent, je me souviens d'une odeur, c'était quoi ? C'était le camphre, voilà, le camphre. Une odeur de camphre extrêmement importante qui m'a vraiment, vraiment pris au visage, si je peux dire. Et au-delà d'amener des nez et aussi bien de retranscrire les odeurs, vous faites avancer la science et vous nous confirmez, grâce à cette auscultation, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, de votre patient, Louis XIV, mort le 1er septembre 1715, qu'il est bien mort du diabète. Oui, on a mis en évidence sur l'analyse moléculaire, mais également sur les différentes bactéries et champignons qui accompagnaient le sang à l'intérieur des cavités cardiaques. On a mis en évidence non seulement les signes de diabète, les calcifications aussi qu'on a pu retrouver. Alors il était âgé, il a d'autres causes d'avoir un cœur en partie calcifié, notamment au niveau des valves, mais aussi la cause de mort même de Louis XIV a pu être mise en évidence, en l'occurrence un champignon qui s'attrape chez les patients, par exemple diabétiques, et qui va remonter au fur et à mesure et finir par gagner la totalité de l'organisme et emporter la vie de cet individu. Et donc là, vous parlez vous tamponnez, vous certifiez l'histoire de France. On certifie, oui, on confirme les données de l'histoire, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de travailler main dans la main avec des historiens. Parce qu'il n'y a pas les sciences... Et vous ne vous considérez pas vous-même comme un historien ? Ah, moi je suis historien... Non, moi je suis historien des maladies éventuellement, mais pas historien tout court, pas du tout. Non, moi, chacun sa spécialité, et je ne veux pas être calife à la place du calife. Vous avez... les sciences, on va dire, fondamentales d'un côté, les sciences humaines de l'autre, mais en fait, on travaille ensemble. D'accord. Et cette séparation entre les sciences dures d'un côté et les sciences molles, je déteste cette expression, elle est complètement erronée pour moi. Il y a les sciences en général. Et on travaille sans arrêt avec les historiens de l'art aussi, qui nous disent, par exemple pour Henri IV, telle peinture, elle est bonne, telle peinture, on n'en tient pas compte, elle a été repeinte. Vous avez le vrai corps, et oui. Enfin sa vraie tête maintenant, et vous savez quand ça lui ressemble et quand ça lui ressemble pas. Exactement. Ce qui n'est pas le cas, et vous m'offrez à nouveau une transition, merci pour ça, de Napoléon, dont on découvre grâce à vous de ce livre, L'Histoire au scalpel. En fait, on découvre qu'on ne connaît pas le visage de la légende Napoléon. Nous sommes à Sainte-Hélène, il décède le 5 mai 1821 à 17h49, on a l'heure, mais on n'a pas son visage, tous les tableaux qu'on a vus sont faux. En fait, on ne sait pas quel est son véritable visage. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, il y a des portraits qui sont fantasmés, des portraits qui sont exagérés, des portraits qui sont plutôt à charge, négatifs. Quand vous mettez face à face 10 portraits de Napoléon, je vous mets au défi. Alors, on le reconnaît parce qu'il a un air, entre guillemets. Il a un grand nez en général. Oui, il a un nez, un menton aussi, un front. Voilà, mais en fait, c'est une physiognomonie napoléonienne. Attendez, il faut la refaire celle-là. Une physiognomonie. Oui, une physiognomonie en fait. C'est-à-dire que c'est une façon de représenter Napoléon, une façon de montrer son caractère volontaire, pugnace, conquérant. Mais c'est pas forcément la réalité anatomique. Et donc du coup, nous on a fait une sorte d'autopsie, non pas de Napoléon, faute d'avoir son corps, mais une autopsie des différents types de masques mortuaires, car même les masques mortuaires de Napoléon varient énormément d'un exemplaire à l'autre. En fait, vous racontez qu'il n'y a même pas de vrai masque mortuaire. Vous partez à la recherche de ce que vous appelez le masque zéro, oui. Et il n'y a aucun vrai masque mortuaire de Napoléon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le masque zéro, il a été fait sur l'île de Sainte-Hélène, à Longwood, juste après le décès, et il s'est fendillé, il s'est abîmé, il a été refait un petit peu après, puis morcelé, et vraisemblablement, il y a une partie le haut, une partie le milieu, une partie le bas, et on ignore où ces différentes parties ont échu. Mais elles sont parties en Russie, en Suisse, à Munich, en Colombie, au Venezuela, à Cuba. Votre quête, elle est mondiale. Éparpillée façon puzzle, exactement. Donc du coup, nous, on a fait la démarche inverse. On a pris tous les différents masques qui existaient avec différentes familles et on a synthétisé vers les zones qui, elles, ne varient pas au sein de ces masques. Et quand on voit tous ces différents masques de Napoléon, les seules zones qui ne varient pas, je me prends à témoin, c'est celles qui commencent juste au-dessus des orbites, ici, et celles qui s'arrêtent juste là, au niveau de la lèvre supérieure. Toute cette partie
au milieu du visage de Napoléon, c'est strictement la même sur tous les masques mortuaires. Donc ça c'est bon. C'est ce qu'on appelle la zone de confiance. Ça c'est bon. Ouais, là, descendez même un peu là. plus vos pouces. Là, Voilà. là, ça on sait que c'est Napoléon. Ça, c'est Et Napoléon. au-dessus en bas, son menton, C'est personne perdu. ne sait. On ne sait pas. Et donc, si on veut reconstituer le visage de Napoléon, il faudrait juste reconstituer cette partie centrale du visage. Tout le reste est imaginaire ou perdu. Mais on peut plus, là c'est mort. C'est pas entièrement mort. L'épreuve première, le masque zéro, il est toujours à Sainte-Hélène, perdu dans les toilettes ou dans les poubelles, et c'est pour ça qu'on a déjà fait une campagne de fouilles à Longwood, c'est pour ça qu'on va y retourner cette année, pour essayer de trouver dans ces débris, dans ces poubelles, le masque zéro, et d'avoir cette fois-ci la totalité du corps, du visage. Mais comment vous pouvez être certain que le masque soit dans les latrines ou dans la fontaine, parce qu'il a fait construire une fontaine de la même forme que son chapeau d'ailleurs. En forme de Comment licorne, vous pouvez être sûr que ce masque soit pas détruit? Alors, il peut avoir été détruit, bien entendu. Maintenant, s'il est dans des excréments ou dans une poubelle ou autre chose, ça se conserve très bien. C'est du plâtre. Et on sait que la terre, dans cet endroit-là, est plutôt propice à la conservation du plâtre sur le long terme. Puis ça fait pas très longtemps non plus, ça fait à peine 200 ans. Donc pour nous, c'est assez récent. Donc, à la sortie de ce studio, alors suite pour info, vous partez à Sainte-Hélène chercher le masque zéro. Johannesburg, et hop, on y va. Qui est-ce qui vous a demandé de vous intéresser à Napoléon? On a compris que pour l'épine du Christ, c'est l'Église. Qui est-ce qui vous a demandé là, Napoléon? Napoléon, c'est une demande multiple en fait. Nous, c'est un intérêt personnel autour de ce personnage. Avec Michel d'Antoine Martineau, qui est le consul de France sur l'île de Sainte-Hélène, et le responsable, si je peux dire, administratif in situ de Longwood, du tombeau de Napoléon et des Briars, donc les 3 sites qui appartiennent à la France sur l'île de Sainte-Hélène. Il y avait un intérêt également scientifique à explorer ces zones et à mieux connaître l'histoire, l'évolution du site. Également le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est le propriétaire de ces terrains. Donc c'était un endroit très très particulier, et il y avait un vrai intérêt à la fois scientifique, historique. On a eu le soutien également de la Fondation Napoléon autour de cette enquête. Donc voilà, c'est une demande commune. Et vous coûtez cher? Non. Non. Combien ça coûte, par exemple? Alors d'abord, on fait aucun bénéfice sur nos études, bien évidemment, et comme on fait de la recherche, toutes ces enquêtes sont au service de l'amélioration des techniques biomédicales pour l'identification des patients récents, entre guillemets. Et comment vous financez? Donc, parce que vos techniques, elles coûtent quand même cher. On travaille sur notre temps recherche, et on finance, on a quelques mécènes, quelques mécénats et quelques donateurs qui nous aident à entre guillemets, boucler nos budgets. Et je précise que vous êtes apolitique. Totalement. C'est important de le dire. Parce que souvent, vous vous attaquez à des sujets polémiques ou des personnalités particulière. Oui. Comme vous m'avez pas faire de transition vers le prochain personnage, j'y vais tout seul. On va parler très sérieusement d'un moment absolument incroyable que vous avez vécu. Vous êtes parti 2 fois à Moscou et vous avez mis une petite boîte. Et dans cette boîte, il y avait un bout du crâne d'Adolf Hitler. Oui, dans une boîte, il y avait un morceau du crâne d'Adolf Hitler. Dans une autre boîte et dans un autre lieu, il y avait la denture de Adolf Hitler, c'est-à-dire ses dents, son appareil dentaire, etc. Et le but de cette étude était de diagnostiquer si ces restes étaient authentiques ou pas. On sait tous qu'Hitler est mort, heureusement. Ça, c'est pour un documentaire que vous y allez, c'est ça? C'était pour un documentaire, exactement. Et en fait, le documentaire suivait l'étude scientifique. Et en l'occurrence, c'était autour des derniers jours de Hitler à Berlin. 30 avril 1945. Tout à fait. Il a 56 ans. Et oui, vous veniez à peine de naître, on est bien d'accord. C'est ça, bien sûr. Non, mais en fait, avant de raconter ce que vous avez vécu, et c'est vraiment, cette scène m'a vraiment marqué dans votre livre, c'est parce que il y a tellement de fantasmes sur Hitler n'est pas mort, il s'est évadé, il est au Japon, il est en Amérique latine, tellement etc. de complots, on peut le dire. Des complotistes, totalement. Donc là, on vous envoie dire est-ce qu'il est vraiment mort? Donc déjà, j'imagine que vous avez un poids sur vos épaules, quoi. Alors, j'ai pas dit oui tout de suite avant de faire cette étude-là. On a vraiment réfléchi, y compris familialement, pour savoir si oui ou non c'était légitime. Et vous imaginez bien que je déteste Hitler. Est-ce qu'il y avait un risque de récupération politique ou pas? En fait, il est sorti de cette réflexion longue que l'intérêt scientifique et historique était extrêmement fort. C'est-à-dire qu'en effet, il y a tellement de fantasmes autour de la mort de Hitler, tellement de personnes qui disent qu'il a survécu, qu'il est parti en Argentine, au Brésil, en Antarctique ou même encore ailleurs. Il fallait
soit couper court à ses fantasmes, soit obtenir une vérité. Et l'intérêt historique était aussi de savoir si Khrouchtchev, ou même avant lui Staline, avait fait réaliser un faux historique, c'est-à-dire des fausses reliques, entre guillemets, un faux trophée de chasse, pour le sortir au moment le plus opportun et dire « Nous sommes, nous, Russes, soviétiques, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, car nous avons ce trophée de chasse, en gros, les restes du vaincu. » Donc, il y avait un vrai intérêt. On savait déjà que morphologiquement, mes collègues médecins légistes de Suisse avaient déjà travaillé sur les photographies de cette denture, et ils avaient dit que c'était compatible avec ce qu'on savait par des radiographies, etc. D'accord. C'était pas encore suffisant, parce que Khrouchtchev ou Staline auraient pu faire un faux qui mime exactement la morphologie. Il fallait aller sur place. Toute petite parenthèse, vous racontez qu'en 1944, comme Hitler échappe à un attentat, il fait faire une radio, et donc on a très précisément ses dents et sa tête. On sait à quoi ça ressemble. Oui, c'était la mission, l'opération Valkyrie. L'opération Valkyrie qui malheureusement a loupé, donc il a survécu à cette tentative d'assassinat. C'est un attentat littéralement, et il a eu mal au crâne après, ce qui est logique. Et donc du coup, il a eu des radiographies, plusieurs radiographies qui sont maintenant conservées aux États-Unis, et ça nous donne la morphologie en 2 dimensions de cette denture et de l'appareil dentaire. Donc toutes ces prothèses qui sont hyper complexe. Ok, donc là on a tout posé. Et le but c'était d'aller sur place pour voir si, avec le microscope, avec la loupe binoculaire, un examen vraiment très très précis, si ces restes étaient authentiques ou si c'était un faux concocté par les soviétiques. Donc vous débarquez dans les archives soviétiques le 6 avril 2016, et là il y a un caddie de supermarché qui arrive. Racontez-nous la suite. Alors, 2 endroits différents. Le premier, c'est les archives d'État, avec en effet ce caddie de supermarché. Ça, dans un couloir, avec des archives à gauche, à droite, des piles de papier complètement poussiéreux, une femme vraiment échappée de la perestroïka, un monsieur abracadabrantesque aussi, qui nous dépose ses restes. Et puis, ça se passe pas hyper bien. On est pourtant muni de toutes les autorisations, mais finalement, on n'est pas autorisé à faire les prélèvements. Juste un examen externe. Donc là, c'est la calotte crânienne. C'est un morceau de bois aussi, sur lequel il y a des restes de tapisserie, avec des coulures prétendues du sang de Hitler. Attendez, il faut qu'on s'arrête. Donc il y a un caddie, juste j'essaie de bien comprendre ce que vous nous racontez. Donc, déjà, les restes d'Hitler dans un caddie de supermarché, vous êtes à Moscou. Ok. Là, vous avez un bout de la banquette du bunker avec le sang d'Hitler à certifier ou pas, et une petite boîte, vous n'avez pas le droit d'ouvrir, c'est ça ? Une boîte à disquettes dans laquelle se trouve une calotte crânienne authentique, humaine, avec des traces de carbonisation sur la périphérie, et ce qu'on appelle un orifice de sortie d'un projectile à balle d'arme à feu. C'est-à-dire, parce que la question c'est, est-ce qu'il s'est suicidé au cyanure ou par balle, et si oui, ou les deux. Comment ? C'est ça ? Et c'est ça, exactement. D'accord. Sachant qu'il y a eu d'autres suicides par arme à feu dans le bunker. Il y a eu Eva Braun, Eva Hitler d'ailleurs, parce qu'ils se sont mariés juste avant. Et les Goebbels. Et puis là, toute la famille Goebbels. Et il y a le majordome qui, lui, va faire la noria et se débarrasser de tous les cadavres à l'extérieur, dans des trous d'obus, les saupoudrer avec du kérosène, mettre le feu et ensuite partir. Donc, on arrive, on a ces restes, ça se passe pas hyper bien, si je peux dire, aux archives d'État, parce qu'on peut pas faire tout ce dont on avait envie. Ça se passe beaucoup mieux, si je peux me permettre, au FSB, donc les descendants du KGB, dans la Loubianka, qui est un immense immeuble plutôt mal famé, en tout cas qui a une mauvaise réputation à Moscou. Parce que les opposants à Staline ont été torturés dans le sous-sol. Dans ce sous-sol. Dans le sous-sol. Donc déjà, l'ambiance doit quand même, quand vous arrivez, ça doit quand même être particulier. L'ambiance est très particulière. On nous fait faire 10 fois le tour du bâtiment, en repassant parfois au même endroit, et pour nous perdre tout simplement. Et puis ensuite, on arrive dans une pièce qui est un petit peu plus petite que ce studio, avec des posters de foot, des choses comme ça, certainement des micros, des caméras cachées qu'on ne voit pas. Et là, l'ambiance est beaucoup plus détendue, très cordiale, étonnamment. Et puis on nous présente les restes, etc. Interdiction de filmer les visages, bien sûr. Et puis on ouvre d'abord les dents de Eva Braun, ensuite la denture de Hitler, ensuite des photographies, ensuite des archives, des photographies du bunker, etc. Beaucoup inédites. Mais vous ressentez quoi quand vous avez dans la main les dents d'Hitler ? Rien du tout. Rien du tout. Mais comment c'est possible ? À la fois, vous vous êtes posé des questions en famille sur est-ce que j'y vais, c'est un dictateur, c'est un monstre, et en même temps, quand vous l'avez dans la main, vous ressentez rien. Non, en fait, c'est en sortant, quand les portes de la Loubianka se referment, qu'on est sur le trottoir avec les taxis qui passent, la petite pluie fine, la neige fondue, c'est là qu'on se rend compte de ce qu'on vient de faire et de voir. Mais moi, j'ai absolument aucune fascination pour Hitler, je le hais absolument, et
C'est là qu'on se rend compte, oui, qu'on a eu une opportunité assez saisissante, en effet, d'avancer sur ce patient. Surtout que dans ma besace, j'ai un petit morceau du tartre dentaire de Hitler que je ramène au laboratoire, avec toutes les autorisations d'usage, pour l'examiner ensuite au microscope, électronique à balayage, et déterminer à la fois son régime alimentaire, strictement végétarien, et aussi les médicaments qu'il prenait, en l'occurrence de l'argile, comme pansement gastrique, parce qu'il avait des brûlures d'estomac. Et on confirmait que les restes sont authentiques. Et surtout, de ce que j'ai bien compris vos expertises, vous confirmez que non seulement a priori il s'est suicidé en se mettant pas le pistolet dans la bouche mais plutôt sur la tempe, il était droitier, Oui. et qu'il aurait ingéré également du cyanure. C'est ça. Et le cyanure, manifestement, n'a pas marché assez vite, peut-être parce qu'il avait eu beaucoup de consommation de sucre auparavant, ou que sais-je encore, ou on va dire une interaction avec les différents médicaments qu'il pouvait prendre, et du coup, eh bien, il se fait suicider, ou se suicide par balle, tout simplement, avec un orifice de sortie qui est pariétal gauche. Et vraisemblablement, le tir n'était pas intrabuccal, c'était pas à l'intérieur de la bouche, parce qu'on n'a pas de résidus de tir retrouvés au niveau du tartre dentaire, de la surface des dents, etc., qui n'avaient pas été nettoyés. Il y avait encore tous les résidus qui provenaient du trou d'obus dans lequel ils avaient été isolés et mis en évidence par les soldats soviétiques quand ils avaient fait ces fouilles archéologiques en 1945. Pour finir l'histoire, les soviétiques auraient, conditionnel, ensuite enterré Hitler, sa femme, les Goebbels, dans un bois, et ensuite les auraient brûlés. Ça, vous pouvez le confirmer ou pas? Alors Hitler est ramené ensuite sur le chemin de Moscou. Une autopsie complète est faite hors de Berlin. Il est enterré ensuite sur place, avec des repères, avec des arbres. Et ensuite, quelques années plus tard, les soviétiques reviennent à cet endroit-là, déterrent Hitler, parce qu'ils ont peur que ça fuite, et qu'il y ait une sorte de culte post-mortem, et ils le brûlent à nouveau, et le jettent dans une petite rivière qui coule juste à côté. Donc de Hitler, il ne reste, allez, on va dire que 99% de ce qui reste, c'est la denture, le crâne à Moscou, et 1% dans mon laboratoire. Il y a une étude, un documentaire en novembre sur la chaîne britannique Channel 4 qui dit que le dirigeant du Troisième Reich était atteint de ce qu'on appelait le syndrome de Kallmann, qui se manifeste souvent chez les hommes par un petit taux de testostérone et un développement anormal des organes sexuels, pour le dire concrètement, un micro-pénis. Qu'est-ce que vous pensez de cette étude? Alors ça, pour moi, c'est l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire quand on travaille sur de l'ADN ancien et même sur de l'ADN récent. C'est-à-dire, c'est une surinterprétation des résultats. D'abord, rien ne dit que l'ADN retrouvé, parce que la traçabilité est quand même très très mauvaise, qu'est-ce qui nous dit que l'ADN retrouvé sur ce tissu est vraiment celui de Adolf Hitler? Moi, j'ai pas encore vu de publication scientifique. J'ai vu un documentaire sur Channel 5 et c'est tout. Le tissu, c'était le même que la banquette du bunker que vous avez vu vous-même? A priori, donc oui. C'était quoi? C'était du sang. Et d'ailleurs, vous écrivez que c'était un tissu où il y avait manifestement mal isolé. Donc vous avez une phrase humoristique en disant qu'il y avait manifestement plus d'ADN de soviétique que potentiellement d'Adolf Hitler. Tout le monde touche ce tissu à main nue et donc contamine ce tissu avec son propre ADN. Donc c'est vraiment problématique. Vous savez, un documentaire, c'est très bien, mais quand on est scientifique, ce qui prime, c'est une publication scientifique, donc un journal avec un comité de lecture, etc., quelque chose qui valide et qui critique déjà pas mal avant, jusqu'à aboutir à cette mouture parfaite, normalement, qu'est un article scientifique. Donc, petit 1, on n'est pas certain du tout que l'ADN soit vraiment celui de Adolf Hitler. Quand bien même ça serait le sien, ce ne sont que des résultats qui sont statistiques, c'est-à-dire que c'est un risque d'avoir ce syndrome, et quand bien même la personne aurait ce syndrome, tout le monde ne développe pas ensuite cette anomalie anatomique, ces troubles psychiatriques, etc. Donc c'est vraiment une suite de peut-être. Donc ça vaut rien scientifiquement? Je ne serais pas aussi catégorique, mais ça vaut quasiment rien. Merci de votre expertise là-dessus. Le fait d'avoir prouvé sa mort, est-ce que c'est pour vous aussi une façon de fermer une immense plaie collective à l'échelle mondiale? Alors on prouve sa mort fin avril 1945, c'est-à-dire qu'il aurait très bien pu être capturé par les soviétiques, mourir 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard. Mais vous voyez bien qu'on en doute aujourd'hui. C'est fou, en fait, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à énormément de personnages historiques. On a peine à imaginer qu'un personnage historique positif ou complètement négatif, puisse mourir d'une mort violente et puisse mourir à la date qui est la bonne. Regardez, Jeanne d'Arc, vous avez eu plein d'usurpateurs, Jeanne des Armoises et d'autres, allez, on fait une etc. parenthèse. On fait une parenthèse sur une autre enquête. D'accord. Ouais. Et tout à coup, vous trouvez un petit bocal dans lequel il y a marqué Cendre de Jeanne d'Arc. Oui. Racontez-nous la suite.
C'était en fait des fragments de momies égyptiennes. On en a fait une étude, et momies égyptiennes humaines et momies de chats qui sont apparues au 19e siècle, au milieu, au moment du procès de béatification de Jeanne d'Arc, qui avait lieu dans la région d'Orléans. Et là, un apothicaire, Joseph-Émile Tourlet, rapporte cette chose qu'il a trouvée lors de la démolition de son immeuble dans l'actuelle place de la République à Paris. Et c'est un bocal qui est gros comme ça, marqué dessus « Reste trouvé sous le bûcher de Jeanne Pucelle d'Orléans », et à l'intérieur, une côte humaine, un fémur de chat, des petits morceaux de vertèbres, des charbons, entre guillemets, qui en fait sont des fragments de bitume. En fait, c'est des fragments de momies égyptiennes, les mêmes qu'auraient pu utiliser des peintres au 19e siècle, mais là, c'était dans la pharmacopée. On utilisait ça on les mangeait en décoction pour traiter les hémorroïdes qui saignent, les épistaxis, donc le nez qui saigne, ou les règles trop abondantes. On appelle ça un hémostatique. Sauf que lui, il a détourné ça et il l'a utilisé comme de fausses reliques qui ont fait basculer Jeanne du côté de la béatification, en l'occurrence. Et Jeanne d'Arc a donc été brûlée à 19 ans à Rouen, et ensuite ses cendres ont été jetées dans la Seine, donc on n'a aucune trace. Vous pouvez juste dire, là c'est pas elle, là c'est des momies, et là c'est un chat. Exactement. Mais en fait, il y a énormément de faux restes historiques, mais il y a aussi beaucoup de fantasmes. Jeanne d'Arc, pour certains, n'est pas morte. Il y a eu Jeanne des Armoises qui a pris son rôle, etc. Vous avez la même chose avec Louis XVII, avec Nondorf, par exemple, qui a pris son rôle. Vous en avez plein. Napoléon, qui n'est pas mort à Sainte-Hélène, mais qui est parti dans une plantation. D'ailleurs, la même plantation que celle où Louis XVII se serait lui aussi établi. C'est du fantasme, c'est du roman. Alors c'est du roman, c'est génial à lire, les doigts de pied en éventail sur une plage en été, mais c'est pas de l'histoire. Comme cette histoire que Napoléon ne serait pas aux Invalides, mais serait à Westminster Abbey ou ailleurs. Aucun historien digne de ce nom ne donne crédit à ce roman de gare. Mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas historien, vous, en tuant les fake news comme ça ? Non. Moi, je suis scientifique et je reste dans ma discipline scientifique en étant accompagné par de très bons historiens. Quelles sont vos passions préférées en ce moment, et lequel est encore un fantasme, un rêve absolu ? Mes parents... Lapsus révélateur. Vos patients ? Mes patients actuels, ils sont là, hein, devant votre logo. Cheveux de Robespierre, Thérèse de Lisieux, la crèche, une épine potentielle de la couronne du Christ, ou la croix. Exactement. Il y a un personnage, une personnalité qui vous fait rêver en tant qu'Indiana Jones des cimetières ? Saint-Marc m'intéresse vraiment beaucoup. Vous êtes très religieux ? Vous allez voir que non, en fait, je suis très historique. Parce que lorsque Saint-Marc est récupéré par les Vénitiens, alors à l'époque, Venise n'est pas dans Venise, mais dans une île de la lagune qui est Torcello, ils sont très jaloux de Rome. Ils veulent eux aussi le corps d'un évangéliste. Et ils veulent le corps d'une personnalité majeure. Rome a Saint-Pierre. Et donc, du coup, ils regardent qui est disponible, entre guillemets, et ils vont chercher Marc, qui, lui, est toujours à Alexandrie. Il passe le blocus, tenu par les musulmans, car entre-temps... Alexandrie est devenue musulmane, et ils vont faire des fouilles archéologiques et trouver le corps de Marc dans un tombeau souterrain, avec des restes squelettiques qu'ils vont identifier, d'animaux qu'ils vont identifier comme étant le lion, et puis le corps est une momie dans un sarcophage semi-transparent, et ils vont considérer que c'est Saint-Marc. Et en fait, il y a une tradition qui dit que ce n'est peut-être pas le corps de Saint-Marc qui aurait été ramené par les Vénitiens, mais que ce serait peut-être le corps d'Alexandre le Grand qui aurait été pris. Alors, est-ce que c'est vrai ? Soit c'est religieux, soit historique, soit c'est la momie de quelqu'un d'important, un Ptolémée peut-être, ou un général, ou que sais-je encore. En tout cas, faire l'autopsie de cette momie est à Venise. Elle est à Venise, dans la basilique Saint-Marc, à Venise. Donc, si vous avez le 06 de l'archevêque de Saint-Marc ou du cardinal... On espère qu'il nous écoute et on lance un appel dans Pour Info. Après tous les rois qui sont passés entre vos mains, après l'empereur Napoléon, maintenant vous nous parlez d'Alexandre le Grand, le dictateur en partie d'Hitler, est-ce que toutes ces morts racontent pour vous la même histoire ou ont quelque chose en commun ? Est-ce qu'il y a une histoire commune ? Alors, je dois vous avouer que, pour moi, les défunts sont comme des livres et qu'on doit lire avec des pages qui sont arrachées, avec des pages qui sont effacées en grande partie. Et tous ces morts sont comme des livres qu'il faut déchiffrer, pour lesquels il faut reconstituer parfois des passages perdus. Et j'aime bien cette idée-là de lecteur de cadavres. Nous sommes des lecteurs de cadavres, au sens autant bibliophile qu'au sens sémantique. On est là pour lire, et même
quand j'ai des patients récents, le premier examen, c'est l'examen externe de cadavre. On regarde la peau, on regarde les cicatrices, on regarde les tatouages, on regarde des lésions dermatologiques, on regarde les doigts, on regarde... Voilà, chaque morceau de peau nous raconte un morceau de l'histoire de ces patients. Et c'est la même chose quand je travaille sur des tout petits bouts. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnalités comme vous qui ont eu entre les mains les cœurs de Richard Coeur de Lion, Louis XIII, Louis XIV, tous ceux que je viens de citer avant. Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier? Est-ce que vous ressentez le pouvoir? Est-ce que le pouvoir survit à la mort? Sérieusement. C'est une question que je me suis jamais posée, honnêtement. Je ne pense pas, mais je pense que certains restes humains de grands monarques, de grandes personnalités historiques, continuent d'en imposer post-mortem. On voit la différence avec lesquelles les gens, par exemple la Bibliothèque nationale de France, avant ils passaient devant la statue de Houdon qui représente Voltaire sur son fauteuil, les mains sur les accoudoirs, etc. Et maintenant qu'on sait que c'est le cœur authentique de Voltaire... Oui, parce que vous bossez, rajoutons à la liste, vous bossez aussi sur le cœur de Voltaire au passage. Désolé, oui, oui, tout à fait. Et le cœur de Voltaire, il est là en fait, il est juste en dessous, ouais, sous les fesses, si je peux dire, de Voltaire. Et c'est son cœur authentique, en effet, qui est présent là, et qui d'ailleurs nous a permis de mieux connaître la cause de la mort, un cancer en l'occurrence, de Voltaire. Les gens le regardent différemment. J'en parlais avec des conservateurs de la Bibliothèque nationale de France, à Paris, et les gens le citent Richelieu, les gens le voient différemment, avec plus de déférence, comme si ce n'était pas juste une sculpture, très belle, mais c'est en plus une tombe. Et c'est presque un reliquaire. Voilà. On finit avec un très grand projet pour vous qui fait converger tous vos projets, un musée qui va ouvrir. Normalement, on vous le souhaite dans 2 ans. Parlez-nous-en. Oui, on aimerait ouvrir un musée, idéalement dans le domaine national de Saint-Cloud, donc on est dans l'ouest de Paris, aux portes de Paris, et le but est vraiment de créer un lieu où tous ces patients dont on a pu parler, et il y en a plein d'autres, de Lucie la plus ancienne jusqu'à Picasso le plus récent, donc ça nous fait une grande frise chronologique, où on pourrait présenter pour le grand public, mais également pour les écoles, pour les familles et pour les chercheurs, avec différents degrés de lecture, et bien tous les résultats de ces études médico-légales, une sorte d'institut médico-légal de l'histoire. L'histoire n'est pas morte, mais les patients de l'histoire le sont, eux. Et donc l'idée est vraiment de les présenter au fur et à mesure et de rendre tous ces personnages de l'histoire beaucoup plus palpables. Et on croit, nous, au sein de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à cette... ce caractère éducatif, ce caractère vraiment formateur pour rendre l'histoire palpable, à la fois par le petit bout du scalpel et du microscope, mais également avec cette possibilité de toucher l'histoire du bout du doigt, comme on vient de le faire ensemble pendant quasiment 1 heure. Et bien de la même façon, les visiteurs pourront entendre parler Henri IV, voir également à quoi ressemblait le corps de Marie-Antoinette, qu'on reconstitue par son corset, par ses chaussures, par d'autres morceaux de son anatomie. Et vous avez sa tête aussi? On n'a pas sa tête. Bah oui, je le rappelle, elle a été décapitée. On avait sa tête. On avait le masque mortuaire en cire de Marie-Antoinette. Il avait été fait par Madame Tussaud. L'original était à Londres. Il a été détruit pendant le Blitz dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, j'ignorais. Donc il y a beaucoup de restes qui malheureusement sont perdus, hélas. Et ce sera dans votre musée qui, dans 2 ans, vous avez besoin de quelque chose, comment on lance des appels à la terre entière, à la famille royale, au Doge de Venise. Pour votre musée, tout va bien? Alors, les pouvoirs publics peuvent toujours faciliter évidemment l'organisation de ce musée, mais surtout, ça peut être très intéressant d'enrichir nos collections par des petites reliques, des fragments de corps de roi, des mèches de cheveux, voilà. Tous ces restes-là nous permettent d'agrémenter un tout petit peu nos connaissances et d'améliorer notre savoir sur les personnages historiques. Et je peux vous dire que un doigt de Henri IV, une mèche de cheveux de Marat, un papier avec une tache de sang ou autre chose de tel saint ou sainte, etc., il y en a dans énormément de foyers en France et en Europe. Donc ne pas hésiter à me joindre pour qu'on réalise ce type d'études et que ça soit ensuite présenté dans le musée, bien sûr. Et comment ça s'appelait votre musée? L'histoire au scalpel. C'est bien pensé, hein. Si vous étiez le 6e invité de Pour Info, je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes absolument passionnant, je dirais, dans votre musée. J'espère pour vous, parce que vous vouliez aussi lancer un appel au musée du Louvre pour qu'il vous laisse regarder les tableaux pour être sûr que ce soit le corps de Louis XIII et de Louis XIV. Donc je rajoute en petit PS ça, puisqu'on passe les messages. Je veux vraiment vous remercier. Vous êtes vraiment, vraiment passionnant. Vous êtes le bienvenu dans ce studio. Merci beaucoup. Les noms s'affichent en bas. Regardez.
et toute la nombreuse et la joyeuse équipe de Pour Info pour ce 6e numéro. Merci pour vos commentaires sur les 5 derniers épisodes. Je lis vos commentaires sur YouTube, je lis vos messages sur Instagram, sur TikTok et sur Twitter. Merci beaucoup pour votre gentillesse et aussi pour les critiques très constructives que vous nous faites. On essaye de bien faire. Je vous donne pas le prochain invité, mais j'espère qu'il vous plaira. Merci à tous, merci de nous regarder et à tout bientôt.